Bonsoir, heureux de vous retrouver cet après-midi de nouveau sur le Point Diaf TV en direct comme d'habitude sur nos deux espaces de publication, notamment notre espace Facebook Diaf Info et notre espace YouTube également Diaf TV. Cet après-midi donc nous avons l'honneur de recevoir une brave dame de nouveau, hein, après dans la dernière fois ce fut une dame, et cette fois de nouveau on a une dame invitée du Point Diaf TV, une dame qu'on ne présente d'ailleurs plus. Elle mène depuis de nombreuses années déjà un véritable combat. C'est une véritable maîtresse donc de défense des défenseurs des droits de l'homme et des droits humains en Afrique centrale, qu'elle s'illustre de plus en plus dans cette région des Grands Lacs en Afrique. Maximilienne Gombe, puisqu'il s'agit d'elle, est donc mon invité cet après-midi. Depuis Paris, et à cause du Covid, on n'est pas sur le même plateau. Maximilienne Gombe, bonne année, bonsoir et merci d'avoir accepté l'invitation de Diaf TV. Merci, mes meilleurs vœux, bonne année. C'est un Merci. plaisir d'être là. Merci. Donc, alors, pour conduire cette émission, je serai accompagné de quelqu'un qu'on ne présente plus. Il a pendant des années été donc l'image d'un média qui a d'ailleurs précédé tous les médias aujourd'hui que nous avons, nous, de la communauté africaine et même camerounaise. C'était à l'époque le patron, on va dire le manager général d'un grand média, griot.com. J'ai donc l'honneur, chers web téléspectatrices et téléspectateurs, de me faire accompagner pour interroger, interviewer, non, plutôt pour interviewer, on n'interroge pas, pour interviewer donc Maximilienne Gombe, Hervé Bouguin. Voilà qui est donc notre consultant Diaf TV. Bonsoir Hervé et merci d'être là. Bonsoir Guy et merci pour cette introduction très flatteuse. Voilà, donc alors on va revenir sur notre invité. Maximilienne Gombe, vous êtes donc à Paris. Est-ce que déjà on pourrait avoir, pour nos web téléspectateurs qui nous suivent, les raisons de la présence de Maximilienne à Paris? Ce n'est pas indiscret bien sûr. Ben, les raisons, c'est que je suis à Paris. Merci. D'accord, Maximilienne n'est pas très bavarde sur les raisons de sa présence à Paris. On ne va donc pas insister là-dessus. Mais Maximilienne... Vous savez très bien, Guy, que ma vie privée, c'est quelque chose de sacré dont j'aime pas beaucoup en parler. Vous le savez très bien. Donc, je suis à Paris, je suis à Paris. Alors, ça, c'est même un secret que tu as... Si je peux te tutoyer, que tu as bien voulu mettre dehors, mais je n'ai pas besoin de cela. Mais bon, je suis à Paris, c'est tout. Voilà. Alors, juste pour préciser, Maximilienne, hein, nous, on n'avait pas en arrière-pensée qu'il fallait parler de votre vie privée en vous posant cette question. Il était également possible que vous soyez là pour un travail dans le cadre du rédac ou alors dans le cadre de vos missions multiples. C'est aussi ce qui nous traversait l'esprit au moment où vous posez cette question. Bon, on a compris que Maximilienne est là dans un contexte purement privé. Le message est entendu. Alors, Maximilienne, l'année 2020 a été une année assez difficile pour le travail que vous réalisez. Mais avant d'entrer donc dans le vif du sujet, je voudrais avoir rapidement votre commentaire sur un événement assez récent dans un pays que vous couvrez. C'est le cas de Mme Catherine Samba Panza, l'ancienne présidente de la Centrafrique, qui s'est vue retirer son passeport alors qu'elle s'apprêtait à quitter la Centrafrique. Un commentaire là-dessus, vous qui êtes très souvent allé en Centrafrique pendant qu'elle était encore présidente de la République de Centrafrique. Je voudrais dire que nous sortons de la RCA, là, nous sommes rentrés de la RCA le 31 décembre, juste un peu après les élections présidentielles et les élections législatives, dans le cadre justement d'une mission. Et la situation était déjà au moins tendue. Donc, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Jusqu'aujourd'hui, le gouvernement n'a pas encore officiellement dit pourquoi le passeport de Mme Panza a été retiré. S'il y avait un commentaire à faire, c'est de continuer à exhorter le président Touadéra de continuer, n'est-ce pas, le processus de paix qu'il a commencé
Et la preuve, il a eu, n'est-ce pas, le courage de mettre en place la commission vérité, justice et réconciliation. Je pense que c'est dans ce cadre-là qu'on pourrait régler tous les problèmes. Nous n'avons pas tout le dossier pour dire que c'est pas une bonne chose, une mauvaise chose. Nous pouvons tout simplement appeler les uns et les autres à plus de volonté politique. Madame Panza a dirigé la RCA. Elle a été correcte, elle a fait des choses, elle a démontré qu'une femme peut, n'est-ce pas, amener son pays dans un processus de paix. Et donc, à cet égard-là, il faudrait quand même qu'il y ait un peu plus d'urgence. Maintenant, en attendant, je dis bien en attendant de voir le fond du problème. Voilà. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu comment vous avez pu travailler avec cette dame par rapport à ses prédécesseurs? Est-ce que c'est entre guillemets plus facile avec une femme, moins difficile? Comment c'était? Moi, je pense que c'est vrai que c'est pas plus facile, c'est pas moins facile. Elle a, à son époque, fait ce qu'il y avait à faire à RCA. Et ce qui a été encore formidable, c'est qu'elle a tenu à sa parole. Elle a dit, après le processus, elle ne va pas se représenter, elle ne s'est pas représentée. Voilà. Et là, c'est ce qu'on attend aussi de plus en plus, n'est-ce pas, de nos dirigeants, de pouvoir dire, voilà, je ne vais pas me représenter, je ne me représente pas. Ça, c'est quelque chose, il faudrait, n'est-ce pas, saluer ce courage-là. Ils ne sont pas nombreux, elles ne sont pas nombreuses aujourd'hui en Afrique qui acceptent, n'est-ce pas, de laisser le pouvoir à la fin de leur mandat. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez atypique, n'est-ce pas, au niveau de l'Afrique centrale. La deuxième chose aussi, c'est que c'est quand même sous elle que on a vu un peu un élan de la mise en place des institutions qui avaient foutu le camp, la gendarmerie, la police et autres. Donc, je pense que elle a fait ce que elle avait à faire. Elle a accompli son mandat et elle a commencé à cette époque à réconcilier, n'est-ce pas, des Centrafricains, même si la tâche était quand même très très difficile. Et c'est dommage qu'au moment où on devait la célébrer, qu'on en arrive là. Bon, comme je dis, je ne vais pas faire plus de commentaires que cela. Nous n'avons pas plus d'éléments que cela, mais c'est dommage quand même, parce que cette dame, elle a donné ce qu'elle avait à donner et elle a en même temps laissé le pouvoir quand il fallait le laisser et elle a tenu à sa parole. Donc, voilà tout ce que je peux dire pour le moment. Est-ce que c'est parce qu'elle était une femme? Est-ce que c'est parce que c'est une femme? Peut-être les deux, peut-être les deux. Parce que bon, pour le moment, au niveau de l'Afrique centrale, on n'a pas eu une femme président, même président de la transition. Donc, on peut dire peut-être que c'est une touche pour une femme. Ok. Alors, Madame Ngombe, vous êtes donc, nous le rappelions, directrice exécutive du REDAC. Je tiens à rappeler que le REDAC renvoie donc à des missions qui sont les vôtres en Afrique centrale. Mais lorsque nous avons cherché, nous avons constaté qu'il y a deux pays quand même de l'Afrique centrale qui ne sont pas associés au REDAC, le Burundi et je crois le Rwanda. Est-ce qu'il y a une raison à cela? Ils sont plutôt rattachés à votre, je sais pas, à votre confratrie qui se trouve du côté de l'Afrique de l'Est. Oui, c'est une raison simple. Hein. Les réseaux au niveau de l'Afrique, il y a le réseau de l'Afrique centrale, le réseau du Nord, le réseau de Sud-Africain, le réseau au niveau de l'Ouest. Donc, vous le savez que le Rwanda et le Burundi sont quand même, pour les questions économiques, se sont alliés à la SADC. Et donc, du coup, dans le découpage des réseaux, la SADC relève, n'est-ce pas, de l'Afrique de l'Est. Donc, le Rwanda et le Burundi, qui étaient avant rattachés au REDAC. Parce que, comme vous le savez, le REDAC est né, n'est-ce pas, au Rwanda le 7
en avril 2007 au Oui, Rwanda. vous avez été élu justement au Congo, hein, c'était au Congo, où vous êtes devenue C'est après que directrice voilà. exécutive du REDAC, Oui, oui, c'est c'est ça. après que j'ai été élu au Congo, mais Ah, le REDAC est né au Rwanda. Donc le Rwanda et le Burundi étaient au REDAC jusqu'à ce que le Rwanda décide, et le Burundi après, en tant qu'État, d'aller à la SADC. hum. Et donc, on a refait le découpage et donc le REDAC s'est détaché du Rwanda et du Burundi qui, n'est-ce pas, se sont alliés maintenant au réseau Est-Afrique. Mais ça ne veut pas dire que nous ne suivons pas de très près parce que à côté de tous ces 5 réseaux-là, il y a le réseau panafricain des défenseurs qui est à Kampala, n'est-ce pas, en Ouganda. Donc, il y a des moments où nous travaillons à synergie pour tous ces défenseurs, pour toutes ces questions-là de libertés fondamentales et des questions de la démocratie. Ok, donc la clarification est donc apportée, sauf si Hervé Bougana a quelque chose à apporter. Euh, alors, Madame Gombe, vous menez un plaidoyer, n'est-ce pas, pour la promotion du travail des défenseurs. Vous leur apportez protection en toutes circonstances et sans discrimination. On peut donc, Oui. au regard de cette activité-là, également constater malheureusement que votre travail sur le terrain fait généralement l'objet de nombreuses agressions de personnes. Quelle est la situation aujourd'hui? Vous-même avez été pendant l'année 2019 et, si je ne me trompe aussi, l'année 2020, été victime d'un certain nombre je veux dire, d'abus ou de menaces, notamment l'incendie de la bibliothèque du REDAC. Et puis, on a également eu dire qu'à un moment donné, vous avez fait l'objet à une agression vraiment à l'arme. Je ne sais pas si c'était l'arme blanche ou si c'était vraiment une arme réelle. Et puis, on a même appris que votre enfant aurait été également agressé. Est-ce que, au regard de toutes ces activités-là, Maximienne Gombe a pris des dispositions pour non seulement elle-même, mais pour les autres défenseurs, des droits de l'homme en Afrique centrale? On a également lu une sortie de l'ONU qui donc enjoignait le gouvernement du Cameroun à respecter les défenseurs des droits de l'homme. Est-ce que vous pouvez nous faire un retour sur cette situation? Est-ce que ça va mieux? D'abord, je voulais dire que le mois est heureux, le mois est haïssable. Il faut faire attention à parler tout le temps du mois, de moi. À partir du moment où vous acceptez, n'est-ce pas, de travailler sur les questions des libertés fondamentales, les droits civils et politiques, et la promotion, la protection des défenseurs, il faut que vous vous attendiez, n'est-ce pas, à ces agressions-là, surtout en Afrique centrale. L'Afrique centrale, qu'on le veuille ou pas, est une Afrique qui est très dure. C'est très, très dur. Les questions de la démocratie, du respect des libertés fondamentales, de la protection des défenseurs des droits humains, c'est une question très, 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 très difficile. Vous pouvez faire d'autres activités, c'est-à-dire que l'environnement, le VIH-Sida, mais à partir du moment où vous touchez sur des questions de droits civils et politiques, vous avez, n'est-ce pas, vous avez affaire, n'est-ce pas, à une réticence farouche. C'est d'ailleurs l'occasion pour moi de rendre hommage à tous les défenseurs au niveau de l'Afrique centrale. Avant, moi, je sais très bien que Chebea Philibert a été assassiné en RDC. Il y a certains qui critiquent aujourd'hui dans les geôles, dans les prisons. D'autres sont en exil, ils ne peuvent même plus mettre leurs pieds dans les pays respectifs. C'est une situation douloureuse. Et dans ce domaine-là, on ne peut pas prendre des précautions saines. Le peuple, c'est des personnes pour lesquelles prier, et c'est aussi pour les gens qui sont en Dieu la foi. Parce que vous ne pouvez pas avoir d'autres moyens de protection, vous ne pouvez pas avoir gardé de toutes les personnes qui sont là devant. Les gars ne sont pas évidents que ne sont pas corrompus après, ou bien ne sont pas achetés, ou bien on va pas acheter des confiances, parce que c'est ça que ça se passe, surtout en Afrique centrale, en tout cas
dans plusieurs pays de l'Afrique centrale où nous travaillons. Donc, il faut seulement permettre de beaucoup de courage. Je trouve que vous avez dit là, je ne suis pas quelqu'un qui pleurniche lorsqu'il est en face de difficultés. Je suis quelqu'un qui essaie de trouver des solutions et de trouver des solutions pour les autres. Donc, voilà ce que je peux dire. Peut-être que les Nations Unies, pour ceux qui ne savent pas, c'est les Nations Unies qui ont adopté lors de leur Assemblée générale en 1990 la déclaration pour la protection des droits humains. Et donc, à partir du moment où une défenseur fait seulement ce travail en tant que défenseur, il faut que les États sachent qu'ils ont l'obligation de protéger. Ils vont, n'est-ce pas, par des moyens passer, enfin, les intimider ou peut-être. Mais lorsque les nations font leurs enquêtes, ils constatent que la défenseur ou le défenseur est inquiété parce qu'il fait son travail de défenseur de droits humains. Les États au monde sont d'ailleurs, ce n'est pas seulement les même la Commission des droits de l'homme, il faut le dire, la Commission a appelé le gouvernement de l'Afrique centrale, et en particulier le gouvernement du Cameroun, tout le temps que nous avons été, mais c'est pas possible. Et j'ajoute qu'au niveau du Cameroun, il y a aussi des défenseurs comme des Philippe Nanga, qui ont vu leur partager. Il y a aujourd'hui des femmes défenseurs dans le nord et le sud-ouest que nous avons été obligés de relocaliser. Elles n'en parlent pas beaucoup parce que la peur dans le ventre, les représailles. On voit peut-être mon image parce que bon, il y a certains qui continuent à avoir ce courage, mais il y a beaucoup de femmes défenseurs dans le nord-ouest, sud-ouest qui ne peuvent plus rester dans le nord et le sud-ouest, qui ont fui leur parce qu'elles ont, n'est-ce pas, subi des représailles et de gouvernement camerounais et des séparatistes. Donc voilà la situation des défenseurs, mais seulement parce qu'elles faisaient, n'est-ce pas, le travail de défense des droits humains. Et j'ajoute que dans les conditions dans lesquelles les défenseurs travaillent, des conditions très difficiles. D'abord, vous savez très bien que l'Afrique centrale, la légitimité des chefs d'État, c'est quelque chose d'inédit. C'est en Afrique centrale, n'est-ce pas, que pratiquement tous les chefs de l'État sont restés longtemps au pouvoir et en même temps, ils sont essayés à changer la constitution chaque fois qu'ils étaient en train de leur mandat. L'Afrique de l'Ouest commence seulement en 2020 à leur embaucher le bas, ce qu'on n'avait pas vu depuis l'Ouest. Donc, et ceci fait qu'après, les gens, ils constituent, n'est-ce pas, des clans, ils constituent, n'est-ce pas, des pôles de résistance où ils sont, n'est-ce pas, muets sur tout ce qui peut, n'est-ce pas, faire à ce que les institutions, n'est-ce pas, démocratiques soient consolidées. Ça, c'est la réalité. Elle est là, et il faut absolument mettre le doigt sur ce qui est Oui, Maximienne. Maximienne, on vous entend très bien. Est-ce que le téléphone qui sonne là, on peut le mettre en mode silencieux, s'il vous plaît? Je ne sais pas de quel côté il se trouve. Alors, Maximienne, on vous a bien comprise, mais à la question, on a bien compris que le moi est haïssable et que vous ne voulez pas parler du moi. Mais la question demeure, parce que les auditeurs vous suivent, est-ce que, cependant, les faits rapportés se sont vraiment tenus? Est-ce qu'ils ont eu lieu? Avez-vous été agressé à l'arme blanche ou à une arme réelle? Est-ce que vos enfants ont été agressés? Est-ce que, par contre, là, vous ne pouvez pas nier, on a quand même vu des incendies chez vous. Vous avez partagé très souvent des photos de chez vous ou de la bibliothèque du rédac totalement incendiée. Ce sont des faits. Même si vous ne voulez pas rapporter tout à vous, et je peux aller plus loin, il nous a été récemment rapporté du côté du Tchad. Du côté du Tchad, donc, Monsieur Kemba Zida Alain, qui était ancien porte-parole du mouvement Ligna et qui est l'actuel coordonnateur du mouvement citoyen Le Temps, qui a été arrêté au Tchad. Donc, si vous voyez, voyez-vous, on pose ces questions pour essayer d'édifier nos web téléspectateurs sur
la sécurité des défenseurs de droits de l'homme en Afrique centrale. Et vous êtes la directrice exécutive. Il faut bien que lorsque ces faits sont rapportés, n'est-ce pas, en public, que vous nous édifiez à propos, tout en, si vous voulez, hein, tout en faisant d'être vous-même au centre. Alors, sur les faits, s'il vous plaît. Oui, oui, mais je l'ai dit, je continue à le dire, je l'ai dit que ce qui est dit est réel. C'était pas l'arme, c'était à l'arme, c'était même plus que ça. Mais vraiment, je continue à dire que tout ce qui est rapporté est réel, mais je voulais juste dire que nous tous, et nous toutes les défenseurs, nous sommes, n'est-ce pas, nous sommes exposés à cela tout le temps. Tout ce que vous avez dit là est réel. Donc, il n'y a pas on ne peut pas enlever une virgule, mais je ne voudrais pas qu'on reste sur moi, parce que je sais ce que les autres endurent. Et je sais comment c'est difficile pour eux qui n'ont même pas de voix. Je sais comment c'est difficile pour qu'on en parle, on parle même d'elles. Donc, je dis et je répète, vous avez raison, vos auditeurs, de toutes les façons, c'est quelque chose qui s'est passé à Mondovision. Il y a eu des conférences de presse, beaucoup de gens se sont insurgés. Pour mes enfants, c'est une histoire c'est du passé là maintenant, parce que ça se passe quand même depuis 2000, je crois 2011, 2012. Et puis c'est depuis 2013 que mes enfants ne sont plus avec moi au Cameroun. C'est connu ça aussi, le gouvernement du Cameroun, c'est ça, parce que pour que les enfants sortent, il fallait, n'est-ce pas, leur consentement. Donc ça, c'est connu. Mais ce qui est récent, ce que vous venez de dire est vrai, mais je continue à dire, je voudrais qu'on sorte du moi et qu'on voit la situation de tous les défenseurs, de tous les défenseurs. C'est pour ça que nous avons parlé de un de vos défenseurs au Tchad aussi. Et nous pouvons même en parler en Centrafrique. En ce moment, en Centrafrique, c'est le cas. Voilà, et j'ajoute que notre bataille depuis un moment, c'est d'amener, n'est-ce pas, le gouvernement d'adopter une loi comme les autres pays de l'Afrique de l'Ouest l'ont fait pour protéger efficacement les défenseurs, les journalistes d'ailleurs et les militants de la démocratie. Nous avions déjà commencé ce travail au niveau de la RCA. Nous étions même bien avancés. Je pense qu'avec les nouvelles autorités, on était là le 31, l'Union africaine, l'Union européenne et les autorités, nous sommes ensemble pour pousser, n'est-ce pas, au moins au niveau de la RCA pour que cette loi-là soit adoptée dans un premier pays. C'est quoi la quintessence de la loi, s'il vous plaît? C'est quoi la quintessence de la loi? La loi, c'est portant promotion, protection des défenseurs des droits humains, des journalistes et des militants, n'est-ce pas, de la démocratie, en lien avec, n'est-ce pas, la déclaration des Nations Unies et la commission de la Charte africaine des droits de l'homme sur la protection, n'est-ce pas, de ceux qui travaillent pour la promotion des droits humains. Alors, pour rester sur les Nations Unies, on avait donc reçu, hein, on avait reçu, oui. C'était une note des Nations Unies qui enjoignait le gouvernement du Cameroun, dans votre cas, à respecter le travail et la sécurité des défenseurs des droits humains. Avez-vous l'impression que ces communications, ces sorties des Nations Unies sont entendues par le gouvernement de Yaoundé? Oui, de toutes les façons, c'est une obligation. Le gouvernement de Yaoundé est membre des Nations Unies, donc si les faits sont avérés, il a l'obligation de protéger les défenseurs. C'est une obligation, ce n'est pas une supplication, c'est une obligation. Maintenant, s'il y a parmi les membres du gouvernement certains qui sont zélés et qui pensent qu'ils ne peuvent que faire à leur tête, mais de toutes les façons, lorsque le gouvernement sera devant les Nations Unies, ils répondront de leurs actes, mais c'est une obligation. Et je pense que nous pensons d'ailleurs que depuis que le gouvernement, les Nations Unies et même la Commission africaine, n'est-ce pas, a fait cette sortie-là, maintenant c'est une question, je t'aime moi non plus. Donc voilà, et c'est mieux comme ça parce que il faut que chacun reste dans son couloir et que chacun fasse son travail. Tout ce qu'on leur demande, c'est de respecter le travail que nous faisons et tout en nous respectant. Peut-être qu'il y avait Bouguenoura quelque chose à ajouter. Oui, justement, moi j'avais à peu près deux questions autour de ça.
Alors, j'ai bien compris que madame n'aime pas parler d'elle, même si, voilà, quand on la voit, on sent une dame de fer avec des convictions chevillées au corps. Mais je me posais deux questions. Donc, la première, on parlera pas de vous, mais plutôt, voilà, on sait que souvent, quand on veut s'attaquer à quelqu'un, on s'attaque à l'entourage. On va pas parler de vos enfants, c'est votre vie privée, d'accord, mais est-ce que vous n'avez pas d'inquiétude quand même pour votre entourage? Ça, c'était la première question. Et la deuxième, dans une autre interview, vous avez parlé de refuge pour des membres de vos organisations qui étaient un peu persécutés. Est-ce que ça existe toujours? Et puis combien de personnes sont dans ces refuges-là aujourd'hui? Pour mon entourage, je pense que on dit chez nous, c'est un petit proverbe qui dit lorsqu'on est un cadavre, on n'a plus peur, n'est-ce pas, de la tombe. Je pense que j'ai eu deux papas qui m'ont beaucoup protégé. Ils sont morts et tout le monde le sait. Mon père biologique et monsieur Mokoko, plus au paix à leurs âmes. Ils sont morts maintenant. J'ai ma maman c'est une femme pieuse et donc j'ai des frères et sœurs. Je pense qu'ils respectent ce que je fais. Je pense qu'ils ne se mêlent pas de mon travail. Et puis, j'ai des personnes formidables autour de moi qui font bloc, voilà, pour que au moins je sois rassurée. Et c'est bien comme ça. Maintenant, pour les refuges et le nombre de personnes, je vous en prie, permettez que je ne dise rien. Parce qu'il s'agit là de la sécurité, de la protection des gens qui sont vulnérables. Donc, c'est vraiment quelque chose de très dur lorsqu'on met quelqu'un dans les refuges. Mais à peu près comme ça, si je peux donner juste un nombre, sur toute l'Afrique centrale, on est à plus de 300 défenseurs aujourd'hui exilés dans les refuges, en prison, qu'on a accompagnés de diverses façons et même de leurs proches ou bien leur famille. Donc voilà. Et je parle seulement de 2019, 2020. Si je prends 10 ans, mais c'est énorme. C'est du gâchis. Les défenseurs qui ont disparu, nous avons un collègue, Moa Franklin, qui a disparu depuis 2018 à Kumba jusqu'à aujourd'hui. On n'a plus de nouvelles. Et voilà, il y a certains qui sont en exil, qui ont laissé leurs enfants, leurs femmes, des divorces, et des séparations, des douleurs, simplement parce qu'ils essayaient, n'est-ce pas, d'attirer l'attention des gouvernements sur des questions de respect des droits de l'homme. C'est inouï, c'est inimaginable et c'est impardonnable que des personnes ou des gens qui sont censés protéger les autres, qui ont tout pour protéger les autres, n'est-ce pas, les jettent en pâture ou alors contribuent, n'est-ce pas, à leur exil, n'est-ce pas, en séparant des familles ou alors même, n'est-ce pas, les mettre dans les prisons sciemment pour simplement leur propre pouvoir. C'est douloureux et croyez-moi, quand j'en parle avec beaucoup d'émotion parce que je suis, n'est-ce pas, au centre de tout cela. Et tous les jours, on a des demandes et des demandes et des demandes et on n'en peut même plus. Avec le Covid, la Covid aujourd'hui, chacun dit ce qu'il veut, on n'a même plus la possibilité de faire partir un défenseur d'un pays à un autre et même d'une région à une autre. Ça devient difficile et c'est douloureux pour nous. Mais sachez que seulement pour l'année 2019-2020, 300 femmes, familles et hommes confondus. D'accord. Hervé, les questions posées devant les réponses. Oui, la réponse. Je me permettrai une dernière question parce que donc, on a compris que bon, vous êtes célèbre, on va le dire. Donc ça vous protège un peu. Il y a les réfugiés dont vous voulez pas parler pour leur sécurité, c'est normal. On a compris que l'État pèse de son joug sur vous. Et les populations civiles, comment est-ce qu'elles sont réceptrices ou pas de vos activités? Est-ce que les gens vous soutiennent, vous arrêtent dans la rue? Comment vous les sentez? Je pense que l'une des protections que nous avons, c'est les populations.
moi, je suis toujours émue chaque fois que je vais au marché, chaque fois que je suis dans un petit coin, au petit bar, dans la rue, dans un taxi. Je suis même hors du Cameroun, je ne savais pas que quand j'arrive en Centrafrique, par exemple au Congo-Brazzaville, où on était la dernière fois, que des gens, n'est-ce pas, écoutaient ce que nous faisons et qu'ils étaient émerveillés. Et des cadeaux tout le temps, des encouragements. Je ne peux pas vous dire, j'arrive pas à lire, j'arrive même plus à suivre sur Messenger, sur notre propre site web et autres. Et je pense que c'est l'une des protections. Et c'est pour cela qu'il faut toujours être dans la justice. Il faut toujours défendre les plus faibles. Il faut toujours être cohérent. Il faut toujours être, n'est-ce pas, soi-même dans ce qu'on fait. Il ne faut pas jouer avec des populations qui vous suivent et qui vous donnent, n'est-ce pas, le pouvoir de défendre les sans-voix. J'ai toujours été émerveillée par, n'est-ce pas, cet élan de solidarité, cet élan de soutien. Je vais vous faire je vais vous dire quelque chose. J'étais à Paris une fois, je rentrais et je suis à l'aéroport et je vois un monsieur qui vient me dire, Madame, merci pour tout ce que vous faites. Venez prendre ce que vous voulez au Duty Free Shop. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais? Je veux prendre un petit chocolat parce qu'il faut quand même pas. Et il me dit, mais non, madame, vraiment pour ce que vous faites, prenez quelque chose que vous aimez. Bon, voilà. Donc, et des milliers comme ça. Entre des pagnes de protection, des foulards de protection, comment on appelle ça, des principautés, je ne sais pas quoi vous dire. Donc, je suis émerveillée. Je suis émerveillée. Dans tous les coins du Cameroun, de l'est à l'ouest, du nord au sud, j'ai toujours, n'est-ce pas, été en larmes lorsque je passe. Et ça varie des plus jeunes aux plus vieux, aux moyens, et ainsi de suite. La dernière fois, j'étais à un mariage à l'ouest, mais c'est des jeunes qui sont venus, Madame Maximienne, une photo, je ne sais même pas ce qu'ils ont fait de cette photo-là, ils ne m'ont jamais rien envoyé, mais bon, ils étaient peut-être 10 jeunes, mais j'étais émerveillée devant tout le monde. Donc, c'est une protection et je pense que c'est aussi ça qui donne le courage d'aller de l'avant, parce que je pense que nous ne travaillons pas pour rien, nous travaillons pour que ces jeunes-là, ou alors ces moins jeunes-là, que nous tous, nous voyons quand même au bout du tunnel qui est que vraiment l'alternance, la consolidation des institutions démocratiques, le respect des droits de l'homme, l'état de droit et tout ce que vous voulez. D'accord, merci. Ok, merci Maximienne. Alors, on va avancer donc vers les différentes thématiques que nous avons abordées cet après-midi avec vous. Je voudrais, comme vous le savez, nous sommes en début d'année, voir avec vous l'année qui vient de s'achever, 2020. Ce fut une année assez mouvementée. Et si vous devriez retenir deux événements, deux affaires, deux hommes, deux femmes qui vous auront marqué, quels sont-ils ou quelles sont-elles? Au Cameroun ou bien en Afrique centrale? Non, vous êtes directrice exécutive du REDAC en Afrique centrale. D'accord, très bien. D'abord, la première personne qui m'a marqué, il faut le dire, le professeur Maurice Kamto. On l'aime ou on ne l'aime pas, il faut respecter. C'est un monsieur très constant. C'est un monsieur de conviction. Parce que je sais que je suis une femme de conviction. Et quand je parle de lui, ça me ramène là, par contre, à moi, la conviction. C'est-à-dire que on ne joue pas avec les convictions, on ne joue pas avec ce que le peuple attend de toi. C'est quelqu'un, il m'a beaucoup marqué. La deuxième personnalité qui m'a marqué, mais là, c'est pas au Cameroun, c'est le président Tshisekedi. Nous avons, pendant près de 8 ans, travaillé dur pour, n'est-ce pas, les institutions démocratiques en RDC. Et croyez-moi, j'ai fait 8 ans, j'étais persona non grata en RDC pour Kabila. Et dès que
président Tshisekedi a été élu, on m'a demandé de venir, il était même prêt à nous rencontrer, mais on est arrivé juste, il a eu un contretemps, il est parti tout de suite. Voilà les deux personnalités qui m'ont marqué. Pour les femmes, je peux dire que vous savez très bien que les femmes ont du mal à se mouvoir, n'est-ce pas, dans la sphère politique, n'est-ce pas, en Afrique centrale. Et c'est pour cela que, quel que soit le peu de choses qu'elles peuvent faire, n'est-ce pas, pour faire avancer la situation, il faut dire bravo. Donc, bien entendu, bravo à Maître Alice Com, qui est ma maman. Si je ne le dis pas, c'est que je suis, c'est que j'en fais, n'est-ce pas, à la règle. C'est une femme dynamique, malgré son âge, une femme qui sait me protéger et qui sait, n'est-ce pas, qui est à l'écoute et qui sait aussi accompagner. Voilà un peu pour le moment. Peut-être que j'ai oublié d'autres qui ont fait beaucoup de choses, mais les personnalités qui m'ont marqué vraiment pendant ce temps-là, positivement. Maintenant, si vous voulez que j'aille aussi négativement, vous allez me dire positivement les autres. Non, nous n'allons pas donner la qualification de ce qui vous a remarqué. Vous êtes libre. Mais si vous voulez que je continue négativement, je vais quand même dire. De toute façon, on va y arriver si vous voulez. Je suis sûr que vous allez y arriver. Hein. Avec nos questions, vous allez y arriver. Hervé aurait peut-être quelque chose à ajouter à ce volet parce que sinon, en attendant qu'Hervé ajoute, moi j'ai quand même envie de vous demander, vous qui avez donc tout à l'heure précisé, mentionné, confirmé votre attachement, vous en tant que personne et en tant que responsable, parce que c'est cette casquette-là tout à l'heure que nous allons tout à l'heure revoir, la casquette de la femme engagée, la citoyenne engagée et celle de directrice exécutive du REDAC. Vous qui avez donc supporté l'homme Kamto, parce que vous dites qu'il vous a marqué, on se rappelle quand même que M. Kamto a fait de vous une des ressources importantes dans l'initiative Survival Cameroun. Et nous rappelons également que vous n'avez pas donné votre accord. Est-ce qu'on peut comprendre aujourd'hui ce qui fut l'objet de ce refus d'accepter d'être responsable des signatures sur le compte Survival Cameroun qui avait été créé comme sous-compte du compte du MRC. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui vous a chagriné? Oui, c'est simple, hein, c'est simple. Je continue à dire, la personne du professeur Kamto, c'est une personnalité qui m'a marqué, n'est-ce pas, 2019-2020. Il faut l'écarter du MRC. Moi, je ne suis pas du MRC. On a bien compris, on le sait très bien. Moi, je peux dire que je le sais très bien. Mais vous l'avez supporté, hein? Voilà. Non, je n'ai pas supporté le MRC. C'est deux choses différentes. Non, je parle de M. Kamto. Vous avez supporté M. Kamto et c'est de votre droit. Je tiens à dire que c'est un monsieur correct et c'est une personnalité qui m'a marqué. Mais je ne suis pas du MRC. Il faut que ce soit bien clair. Tout à fait. On a compris. Et l'initiative Survival, le conseil d'administration du REDAC était très près, comment dire ça, était d'accord sur, n'est-ce pas, que la société civile porte une action de ce genre lorsque nous étions, n'est-ce pas, en plein dans la COVID-19. Sauf que, il faut le dire ici, l'erreur qui a été commise par ceux qui se sont empressés, parce qu'ils ont été un peu... et c'est là que je disais qu'il ne faut pas jouer avec des convictions. Quand on a des convictions, il faut les assumer. Ce n'est pas parce qu'on vous menace que vous vous précipitez, n'est-ce pas, à faire quoi que ce soit. Ils ont mis les noms dans la tête du MRC. À partir de ce moment-là, notre deal. Le deal était de laisser la société civile, n'est-ce pas, gérer et sortir elle-même, n'est-ce pas, leurs dirigeants. D'ailleurs, il y avait les Philippe Nanga, qui étaient les Jean-Marc Bikoko et autres. Le fait
de sortir mon nom sur le papier, la tête du MRC, n'est-ce pas, ce n'est pas une histoire de moi-même, c'est une histoire du REDAC. Ça veut dire que nous, le REDAC, n'est-ce pas, sort de sa mission, rentre dans une, n'est-ce pas, posture, n'est-ce pas, d'un parti politique. C'est inacceptable dans la société civile. La société civile n'a pas pour vocation, n'est-ce pas, de militer dans un parti politique. Elle a pour vocation de surveiller que les droits de tout le monde, n'est-ce pas, sont respectés et que les libertés fondamentales sont respectées. Voilà la situation. Je pense que c'est clair aujourd'hui et il faut qu'on passe là-dessus. Si et ça, je peux comprendre cela parce que 2 jours avant ou une journée avant, le ministre de l'administration territoriale brandissait les menaces tout le temps et pour dire que bon, il va faire ceci, il va faire ça. Dans la précipitation, les gens ont fait ça. Là, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut qu'on s'habitue à ne pas mettre tout sur Facebook. Facebook ne peut pas être, n'est-ce pas, ne peut pas devenir une plateforme où nous devons mettre tout. Admettons même qu'il y ait tout ça. Nous découvrons seulement ça sur Facebook. C'est pas sur Facebook qu'on devrait aller découvrir que nos noms sont sur un papier en tête, n'est-ce pas, d'un parti politique. C'est pas élégant. C'est pas élégant. Il faut qu'on apprenne aujourd'hui que les militants de la démocratie, que les défenseurs de l'homme, que les journalistes sachent que Facebook, c'est une plateforme d'échange, mais Facebook n'est pas un endroit où tout doit être dit, tout doit être mis. Sinon, l'ennemi est tout de suite, n'est-ce pas, ou l'adversaire tout de suite va vous traquer. Voilà la situation. Je pense que c'est très clair. D'accord. Alors, vous êtes là pour effectivement clarifier les choses. On a bien compris que vous n'avez pas apprécié la démarche qui fut celle du président Moïse Kamto dans cette affaire de Survival, où vous avez été, vous et comme d'ailleurs le délégué général à la Sécurité nationale, associé à la gestion de ces fonds. C'est pas ce que j'ai dit, c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Attendez. Ce que j'ai dit, oui. C'est que le conseil d'administration du REDAC, qui était en train de discuter avec d'ailleurs ECOCA, qui était membre de la société civile, on était sur le point, n'est-ce pas, de voir comment il faut que la société civile porte. Et d'ailleurs, c'était ça. C'est la société civile qui devait porter le projet. Le projet. Et donc, après, nous avons seulement vu un papier sur Facebook qui sortait, n'est-ce pas, de la tête du MRC. Et d'ailleurs, moi qui me l'a dit, je n'étais même pas sur Facebook ce jour-là. Je crois que c'est un membre du conseil d'administration qui a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et moi, j'étais abasourdi. Voilà. Donc, c'est ça, c'est la démarche. La démarche n'a pas été bonne, on a bien compris. C'est une question de demande de monsieur. Non, je parle de la démarche. C'est ça qu'il faut. Il faut faire attention entre une démarche d'un parti politique qui a ses règles de fonctionnement et une personnalité pour laquelle nous pouvons avoir, n'est-ce pas, de l'estime. Donc, c'est deux choses différentes. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que vouloir tout le temps penser que ceux qui croient, n'est-ce pas, aux convictions du professeur Kamto sont forcément liés dans les questions du MRC, c'est faux d'avance. Moi, c'est cette approche-là qui me dérange dans la façon dont on aborde, n'est-ce pas, les questions aujourd'hui au niveau, n'est-ce pas, du pays. Ok, je pense que les web téléspectateurs de Diaf TV seront fait la part des choses dans ce que vous avez dit et dans ce que moi j'ai repris. Alors, Maximilien Gombe, vous avez une casquette, je rappelais tout à l'heure, de défenseur des défenseurs des droits de l'homme et des droits humains en Afrique centrale. Mais on vous a généralement vu intervenir comme également citoyen engagé. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à un moment donné, il y a un flou qui pourrait y naître
et finalement biaiser les rapports que vous êtes supposé faire en tant que directrice exécutive du REDAC? Non, d'abord, le REDAC, il faut connaître ses missions. Le REDAC s'occupe des défenseurs, c'est vrai. Le REDAC s'occupe, n'est-ce pas, des questions de liberté. Attention, c'est bon? Allez-y, on vous écoute. Les libertés fondamentales, donc les droits civiques et politiques. Qui dit droits civils et politiques, vous voyez très bien démocratie, élection, tout ce que vous voulez, parce qu'il y a quand même un pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations Unies. Il y a la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Le REDAC s'occupe aussi, n'est-ce pas, des questions de prévention des conflits, n'est-ce pas, de paix et sécurité humaine. Donc, voilà le champ d'action du REDAC. Donc, ce qui a, c'est que de plus en plus, en Afrique centrale, nous sommes obligés d'aller dans le sens de la prévention et la résolution des conflits, parce que des conflits, vous les voyez, ils sont ouverts. J'ajoute que, personnellement, moi, j'ai été pendant longtemps au niveau de l'Union africaine une consultante sur le programme Faire taire les armes en Afrique en 2020. Voilà. Donc, et aujourd'hui, au niveau de l'Afrique centrale aussi, il y a la COPAC qui a été créée, c'est la coalition des organisations pour la paix en Afrique centrale, et le REDAC. Et donc moi, on est membre et je suis conseillère, n'est-ce pas, et rapporteur de cette coalition-là. Donc, les missions du REDAC sont assez larges. Mais chaque fois que nous sommes dans ces missions-là, nous mettons l'accent sur la protection des défenseurs des droits humains. Parce que si les défenseurs sont protégés, croyez-moi, on va aller vers le respect, n'est-ce pas, des droits de l'homme. Parce que lorsque vous protégez les défenseurs, cela veut dire que vous ouvrez l'espace civique, cela veut dire que vous les laissez le champ libre de faire leur travail, c'est-à-dire d'aller documenter des violations des droits humains. Parce qu'un défenseur, c'est quoi un défenseur? C'est celui qui se bat pour la promotion et la protection des droits humains et des libertés fondamentales. Donc, il doit faire la documentation des faits, il doit aller vérifier des faits, il doit faire des rapports, il doit faire des recherches, il doit engager les États à respecter leurs engagements devant la Commission africaine, devant les Nations Unies, devant les autres parties prenantes et des représentations diplomatiques. Voilà le travail d'un défenseur des droits humains. Donc, mon rôle, je ne suis pas en contradiction avec les missions du REDAC. Pas du tout en contradiction avec les missions du REDAC, sauf que c'est les États et les gouvernements qui biaisent, n'est-ce pas, chaque fois ce que nous faisons pour, n'est-ce pas, peut-être faire démontrer que pour nous humilier, c'est de bonne guerre, hein, c'est de bonne guerre, on est habitué à cela, ou alors pour nous marginaliser et pour faire croire à d'autres personnes que nous ne sommes pas dans notre nous sommes dans notre rôle. Je suis dans mon rôle. Ce n'est pas une question de citoyen engagé, c'est une question des missions du REDAC et je dois les remplir. Oui, alors, oui, mais Maximienne Ngombe, lorsque, effectivement, en tant que directrice du REDAC, vous intervenez par exemple sur des affaires telles que les assassinats de Ngarbo, oui, directement en tant que Maximienne Ngombe, où vous émettez une opinion, est-ce que vous n'êtes pas là en train d'étendre ou alors de créer la confusion sur le terrain? Parce qu'après, alors qu'on attend que ce soit vos différents, on va dire, rapporteurs sur le terrain qui vous fassent un état des lieux pour que vous vous exprimiez vous. Et d'ailleurs, cela a créé une polémique l'année dernière entre vous et le professeur Mathias Olongini. Est-ce qu'à un moment donné, les questions ne se posent pas sur la ligne qu'il ne faille pas franchir quand on a les responsabilités de directrice du REDAC dans de telles affaires, au regard de la définition que vous nous avez tout à l'heure donnée sur vos différentes missions en tant que directrice exécutive du REDAC?
Alors, je n'ai pas suivi madame, avec madame qui y a quelque chose Non, qui m'a échappé. je reprends la question. Je disais que, est-ce qu'il n'y a pas des risques de créer une confusion lorsque vous, en tant que Maximilien Gombe, interveniez dans des affaires comme les assassinats de Garbo ou encore les différents événements terribles qu'il y a eu au Cameroun, comme les assassinats de Kumba. Est-ce que vous ne créez pas une confusion quand on sait quel est votre rôle, que vous d'ailleurs venez de définir, notamment également la consolidation des institutions démocratiques dans les pays d'Afrique centrale? Ça, c'est votre rôle. Est-ce que attaquer les questions à la base, comme celle que je viens de compter, de rappeler, est-ce que ça ne crée pas une confusion à un moment donné? Est-ce que c'est peut-être pas pour cela que parfois on vous passe pour juge et parti lorsque vous faites des rapports à l'État, notamment du Cameroun, du Centrafrique ou du Tchad? Non, il n'y a aucune confusion qui peut se créer. Nous avons les relais d'information, nous avons des organisations membres du REDAC. Et comme vous avez dit, je suis comme le porte-parole lorsqu'il y a des questions, des situations difficiles. Vous ne pouvez pas exposer, n'est-ce pas, une organisation communautaire qui travaille sur le terrain, d'aller, n'est-ce pas, faire un rapport parce que il faut, n'est-ce pas, protéger. C'est là l'autre rôle. Alors, protéger les défenseurs, c'est pas seulement lorsqu'ils sont en danger, c'est aussi ne pas les exposer lorsqu'ils ont un rapport. C'est donc nous prenons ce rapport-là. Ça, c'est compris, madame. Ça, c'est compris, si vous me permettez. Ça, c'est compris. Mais les protéger, on est d'accord avec vous. Mais là, vous donnez une opinion généralement. Et je dis encore une fois de plus, hein, c'est votre droit en tant que citoyen engagé. Non, on n'a jamais donné une opinion. Chaque fois que nous sommes sortis, Oui. Ce n'est pas une opinion, c'est que nous donnons des faits. C'est-à-dire que nous ne donnons pas une opinion. Une opinion, ça veut dire que vous n'êtes même pas sûr de ce que vous êtes en train de dire. C'est-à-dire que nous avons déjà investigué, documenté et nous rendons, n'est-ce pas, nous rendons officiel ce que nous avons déjà. Sauf qu'avant de rendre officiel ce que nous avons déjà, il faut que vous sachiez que il y a des canaux. Souvent, avant de venir vous dire ce que nous avons à dire, nous avons essayé d'interpeller, n'est-ce pas, l'État, les gouvernements, pour leur dire que voilà ce que nous avons, qu'est-ce que nous faisons. C'est quand il y a un silence assourdissant, que nous prenons sur nous de prendre la communauté internationale et nationale à témoin. Pourquoi? Pour arriver à notre mission qui est la prévention des conflits, la résolution des conflits et la paix. Parce que si nous taisons toutes ces tueries-là, comment nous allons arriver, n'est-ce pas, à une paix? Comment nous allons arriver à penser les paix? Donc, ça veut dire, vous voyez très bien qu'il n'y a aucune confusion et nous n'émettons pas des opinions. Il faut que ce soit clair. Le REDAC, ce n'est pas une organisation qui émet les opinions. C'est une organisation qui documente et qui rend, n'est-ce pas, des rapports. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut que vous sachiez si vous me permettez, madame, je pense que ce que Guy voulait dire peut-être, c'est que vous exprimiez un tuta personné ou au nom du REDAC, dont vous êtes à la tête depuis une dizaine d'années. Exactement la ça. Nuance pour le grand public est ténue. C'est ça. C'est-à-dire qu'en gros, si vous voulez que je complète la question qui allait suivre après votre réponse, est-ce qu'il n'est pas temps finalement, Maximilien Gombe, de dissocier votre compte personnel avec celui du REDAC? Parce que quand on vous lit, on lit Maximilien Gombe, même si on sait qu'elle est directrice du REDAC. Là, vous parlez des réseaux sociaux, là. Mais bien sûr que tout ça, nous prenons en compte pour vous interviewer ici. Non. Je venais de vous dire tout à l'heure qu'il faut faire attention de mélanger les réseaux sociaux et le travail. Les réseaux sociaux, c'est une plateforme où souvent il y a de la provocation, beaucoup de mes posts sur les réseaux sociaux. C'est pour, n'est-ce pas, comment dire ça, c'est pour mettre le débat à nu, c'est-à-dire que susciter le débat. C'est moi qui suscite le débat. Mais cela veut dire que le REDAC a un compte du REDAC et le REDAC a un site. Quand nous voulons nous prononcer, comme on l'a fait avant qu'on ne voyage, vous avez vu, on a fait une conférence de presse. Donc, le REDAC s'exprime en tant que REDAC. Il y a des canaux. Maintenant, ce que vous dites là, ce sont mes posts qui sont les petits posts de temps en temps provocateurs, de temps en temps, parce que je veux susciter le débat. Mais souvent, très souvent,
ce que je dis, quand je parle du REDAC, je parle du REDAC. Quand je parle d'un citoyen engagé, je pense que vous voulez arriver à cela, par exemple, mon poste pour soutenir Sa Majesté Sokudjo. Ça, c'est personnel, parce que je pense qu'il faut le faire. On y est justement. On y est justement. Allons-y, allons-y. Ça fait partie. Donc, on y est justement. Je voulais dire faire attention entre une opinion, oui. Une opinion sur les réseaux sociaux et le travail du REDAC au quotidien. D'accord, on y est. Donc là, c'est Maximilien Ngombe, alors, qui a apporté son soutien au patriarche de Bamendjou, le faux Sokudjo. C'est ça? Ça n'a rien à voir avec... Parce qu'en même temps, on ne peut pas non plus dissocier on va dire, les combats ou les défis ou les challenges qui sont ceux du faux Sokudjo et l'État du Cameroun. On est d'accord? Oui. Non, pas REDAC Cameroun. Le REDAC... Non, l'État du Cameroun. Vous avez donné tout à l'heure l'information sur laquelle c'est Maximilien Ngombe qui soutient effectivement la sortie du faux Sokudjo de Bamendjou. Je disais que... Non. Là, sur les réseaux sociaux, oui. D'accord. Sauf que la mission du REDAC aussi, c'est de demander à l'État du Cameroun de respecter la liberté d'opinion et la liberté, n'est-ce pas, d'expression. Donc, ce n'est pas exclu que le REDAC fasse une déclaration ou alors un communiqué de presse, n'est-ce pas, demandant à l'État du Cameroun de respecter la liberté d'expression et d'opinion, en l'occurrence, par rapport à la sortie, n'est-ce pas, de Sa Majesté. C'est le rôle du REDAC. Mais comme en ce moment, on a tellement pris sur des questions en RCA, croyez-moi, au Cameroun avec la situation là-bas, au Tchad avec des arrestations, au Cameroun avec des procès interminables. Donc ça, on peut se dire qu'il y a beaucoup de soutien pour Sa Majesté. On n'a pas besoin de faire un communiqué là-dessus. Mais il nous revient de droit. Et je peux dire ici aujourd'hui que le REDAC est dans son rôle s'il faisait, n'est-ce pas, une déclaration, n'est-ce pas, pour demander au gouvernement camerounais de respecter, n'est-ce pas, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, et de demander d'ailleurs à ce que le préfet qui menace soit purement et simplement sanctionné, parce qu'il a outrepassé ses missions. Sa mission n'est pas, n'est-ce pas, s'il a quelque chose qu'il reproche, n'est-ce pas, à Sa Majesté, ce qu'on a toujours dit, il demande à la police judiciaire qui va ouvrir une enquête et on va convoquer Sa Majesté pour qu'il réponde de ses actes. Il faut que les autorités administratives arrêtent de menacer et arrêtent les représailles à l'encontre de tous ceux qui, n'est-ce pas, ont des opinions diverses. C'est de ça qu'il est question. Ils ne peuvent pas se substituer à la police. Mais alors, Maximilien Ngombe, est-ce que il n'y a pas de raison ici de prendre un peu le recul? Le sous-préfet écrit à un auxiliaire du gouvernement, donc à quelqu'un qui est son collaborateur. Attendez, je m'explique. À quelqu'un qui est son collaborateur. On ne va non plus interdire à des collaborateurs ou alors à des chefs d'instruire un certain nombre de comportements, d'attitudes à leurs collaborateurs. C'est aussi comme ça qu'on peut entendre la sortie du sous-préfet à l'endroit du chef. Qu'est-ce qui vous choque dans cette démarche du sous-préfet, qui demande simplement au chef de se souvenir qu'il est d'abord un collaborateur du président de la République et aussi du sous-préfet? Qu'est-ce qui n'est pas clair là-dedans? Non. D'abord, je pense que c'est un préfet, ce n'est pas le sous-préfet. Hein. Je crois que c'est le préfet. Je ne sais plus très bien. Peut-être que c'est ça. C'est un détail. C'est un détail. C'est un détail. Mais dans le fond, qu'est-ce qui vous choque dedans? C'est la mise en garde. Vous savez, les mots ont un sens. Que vous écriviez à votre collaborateur en disant vraiment, je n'ai pas apprécié votre sortie, ça m'a vraiment, si vous pouviez, on peut se rencontrer pour qu'on s'explique.
chacun peut, c'est la courtoisie, on peut prendre cela comme ça. Mais une mise en garde et en insinuant que les sorties sont à caractère insurrectionnel et, n'est-ce pas, facilite la rébellion. Et tout le monde a vu les sorties de Sa Majesté Sékou. Personne n'a. Et puis, en même temps, il va plus loin pour dire que si Sa Majesté Sékou continue, il va utiliser la loi. Mais ce n'est pas le préfet qui doit utiliser la loi. Le préfet, s'il a des éléments, c'est ça qui choque. En tout cas, c'est ça qui choque nous, les défenseurs des droits humains. Nous disons que nous sommes dans un état de droit où la justice, où il doit y avoir la séparation de pouvoir. Il y a le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Lorsqu'il y a un soupçon d'infraction, la police judiciaire se saisit du dossier, fait ses enquêtes, renvoie à la justice qui, n'est-ce pas, qui se saisit du dossier. Si l'administration, si le préfet pense qu'il y a des éléments probables contre Sa Majesté, mais il les prend, il va porter plainte, il dépose sa plainte devant les juridictions compétentes et il laisse, n'est-ce pas, la justice faire son truc. Quelle est cette affaire-là dans un pays où chacun peut prendre le bic et un bout de feuille, menacer et jusqu'à les menaces verbales, mais jusqu'à aller dire, si vous continuez, nous les avons vus, certains faire comme ça, et après les gens se sont retrouvés, n'est-ce pas, en prison devant le tribunal militaire. Il faut que ça cesse. Voilà, c'est tout. Il faut que ça cesse. C'est choc. Voilà ce qui choque. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous avons dit, nous réitérons, n'est-ce pas, notre tradition. Tantôt, c'est vous qui dites, oh, vous êtes les Blancs nous ont colonisés, il faut qu'on rentre dans notre tradition et nos cultures. Mais on va banaliser, n'est-ce pas, la tradition et la chefferie comme ça. C'est-à-dire que qu'est-ce que les jeunes générations vont garder, n'est-ce pas, d'un chef, d'une autorité de la chefferie qui prend la parole pour dire vraiment, mes enfants, ça ne va pas. Peut-être faites comme ça pour que ça aille. Est-ce que c'est normal qu'un chef, Sa Majesté Sékou, connu de tout le monde, soit menacé aujourd'hui parce qu'on est préfet? Est-ce que c'est normal? C'est tout ça qui choque. Ça me choque à deux niveaux. Le niveau officiel, parce que notre rôle, c'est de se battre pour un état de droit. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que moi, je suis gardien de la tradition. Je sais ce que c'est quand on m'appelle, quand je pars et quand on m'appelle princesse. Je sais comment on me donne tout ce que j'ai comme tout ce qu'on peut donner comme allégeance, honneur. Je ne peux pas permettre cela. Ce n'est pas parce que nous avons un poste qui va encore que, comme j'ai toujours dit, on peut rester roi tout le temps, mais on ne peut pas rester préfet tout le temps. À un moment donné, soit vous prenez votre retraite, soit on ne vous nomme plus, soit alors, voilà, c'est comme ça, on vous relève de vos fonctions. Hervé a peut-être quelque chose à ajouter, sinon moi j'ai une question. Oui, donc moi j'ai bien compris l'intervention de madame et les interpellations qu'elle a faites aux autorités pour que la distinction entre le politique, le législatif et le judiciaire soit respectée. La première question que j'aurais, c'était, au-delà des interpellations que vous faites, est-ce que vous avez des échanges avec les autorités, enfin, si vous avez le droit d'en parler? Et la deuxième question que j'aurais, c'est que le cas dont on parle est extrêmement médiatique, mais est-ce que vous avez connaissance d'autres cas d'intimidation qui seraient peut-être moins visibles? Oui, il faut dire, je l'ai dit tout à l'heure à l'entame de l'émission, que la difficulté avec les autorités au niveau de l'Afrique centrale, c'est la longévité des présidents, n'est-ce pas, qui crée, n'est-ce pas, des clans au point où, pour interagir avec des membres du gouvernement, c'est tout un problème. À l'exception,
Et vous allez voir qu'à l'exception de la RCA, et là, c'est parce qu'il y a quand même eu, qu'on le veuille ou pas, la RCA a d'autres problèmes, mais comme il y a eu des alternances et autres, donc les institutions se sont mises tout doucement en place. Et il y a des autorités. Donc là-bas, nous échangeons régulièrement, que ce soit avec les membres du gouvernement. La dernière fois, pas cette fois-ci, on n'a pas pu les voir parce qu'ils étaient en plein pour la résolution de l'élection, mais on rencontre les membres des commissions même de l'Assemblée nationale, on rencontre même le président de l'Assemblée, le président du Sénat, on rencontre le ministre de la Justice, on rencontre vraiment tout le monde, y compris même des partis d'opposition, la Commission nationale des droits de l'homme. Et la RDC aussi, depuis que le président Tshisekedi est là, c'est pareil. Les autres pays, c'est difficile. C'est difficile. Le Cameroun, il y a le siège du REDAC. J'ai toujours dit à toutes ces autorités que vous pouvez venir aussi rendre visite, n'est-ce pas? Vous pouvez faire une visite de courtoisie au REDAC, même inopiné aujourd'hui pour voir comment le REDAC fonctionne. Voilà, mais c'est difficile. Pourquoi? Parce que comme ils ont toujours peur qu'on risque de dire que oui, vous êtes allé parler avec, je ne sais pas, c'est eux qui connaissent les adjectifs qualificatifs, ils ont peur de leur petit pain, ils ont peur de leur petite place. Donc, ils sont dans leur bureau feutré, bien climatisé, et ils prennent souvent des rapports erronés et disent des choses qui ne tiennent pas sur, n'est-ce pas, le travail du REDAC. Et j'ajoute pour vous dire que la dernière Assemblée générale du REDAC a n'est-ce pas, élu le conseil d'administration. Et là, le président du conseil d'administration du REDAC, aujourd'hui, c'est le vice-président de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Il s'appelle le professeur Rémi Lumbu. Il est en RDC. Et il y a d'autres autorités. Et donc, vous voyez, les autorités qui ne veulent même pas savoir c'est quoi le REDAC. Et vous pensez qu'une organisation sous-régionale comme le REDAC peut faire du n'importe quoi avec à leur tête des personnalités qui ont été désignées à la Commission africaine par l'Union africaine, par les chefs de l'État? C'est quand même quelque chose. Mais tout ça, je vais vous dire pourquoi. Parce que chacun sait que souvent là où il n'est pas à sa place. Il ne mérite pas d'être là où il est. Il est là parce qu'il est dans les réseaux. Chacun lui a dit, bon, vraiment, toi tu es là, tu vas faire la répression parce que nous ne voulons pas de problème là-haut et toi, tu vas faire taire tout le monde. Voilà la situation. Mais en même temps, on peut quand même dire qu'il y a aussi une certaine petite ouverture au niveau du ministère de la Justice avec lequel nous essayons de collaborer et de faire avancer, n'est-ce pas, des petites choses sur les questions des libertés fondamentales et sur des questions, n'est-ce pas, des défenseurs des droits humains. J'ai moi-même fait, n'est-ce pas, 2 formations au niveau du ministère de la Justice sur les défenseurs des droits humains avant que ça ne soit tout de suite arrêté. Et de pareillement avec l'école de guerre de Simbok, j'ai fait un cours à la promotion à l'école de guerre de Simbok une seule fois avant que ça ne se stoppe seul. Donc, on n'est jamais surpris. Voilà. D'accord. Marcelin Gombe, on va aller vite sur les dernières thématiques de notre rendez-vous de ce soir, de cet après-midi. Marcelin Gombe, juste une question. Tout à l'heure, vous rappeliez donc le fait qu'un roi ou chef reste chef à vie et un préfet, pas du tout. Qu'est-ce qui, selon vous, viendrait avant l'autre? Est-ce qu'il n'y a pas pour vous aussi la préséance de l'État sur les chefs de nos villages? Comment est-ce qu'on organise un État-nation dans ce contexte-là?